suis prêt, ouais. Eh bien voilà, tu as la main. Malheureusement, je vais pas te faire gagner du temps parce que je vais devoir y aller très vite dans ma présentation pour réussir à me casser dans les 20 minutes. Avec un peu de chance, on aura un peu de temps à la fin pour échanger, mais je ne suis pas sûr. Donc, alors, je vais présenter un petit peu ce qui rapproche et aussi ce qui peut distinguer l'EM et l'entretien motivationnel. En commençant par Carl Rogers et l'approche centrée sur la personne qu'il a développée. Alors déjà, pour situer Carl Rogers, bon, vous voyez les périodes 1902-1987, c'était un psychologue américain qui a été un des fondateurs de ce qu'on appelait le courant humaniste en psychologie. Je vais pas développer le courant humaniste, j'ai mis un peu de texte en bas, mais vous aurez le document. Puis surtout, je vais y revenir sur d'autres diapos, quoi, de façon plus en lien. Mais disons qu'à l'époque de Rogers, il y avait deux approches qui coexistaient, qui étaient importantes quand il a débuté. C'était l'approche, on pourrait dire, psychanalytique, psychodynamique, c'est le terme qui est plus utilisé aux États-Unis, et l'approche comportementaliste. Et lui a commencé en utilisant ça, puis il a développé son approche qui était très différente et qui s'est imposée aussi, qui est devenue très, très importante à une époque, puis qui a perdu un peu de présence, on pourrait dire, depuis, mais son approche est très différente parce que déjà, il n'avait pas une position d'expert, le thérapeute ou l'intervenant n'avait pas une position d'expert. C'était le patient qui détenait les ressources en lui et les compétences pour pouvoir changer, et il s'agissait d'aller les chercher. Il n'y avait pas de diagnostic, le thérapeute ne faisait pas un diagnostic à un moment pour poser pour orienter un petit peu le changement. C'était aussi c'était très différent des deux autres approches prédominantes à l'époque. Puis c'était aussi une posture, on verra. Un petit peu comme en EM, l'esprit de l'EM, il y a un peu l'esprit de la CP. Alors l'autre, donc les autres, je ne vais pas rester longtemps sur la diapo parce que vous les connaissez bien. Hein. Miller, c'est l'inventeur de l'entretien motivationnel, c'est sa pratique clinique qui a inspiré des étudiants à un moment pour développer, approfondir et puis pour aller vers des recherches autour de ce qui marchait, de l'efficacité de l'EM, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui marchait. Rolnick l'a accompagné assez rapidement, principalement pour tout ce qui était diffusion, faire connaître, formation, etc. Toute cette dimension-là et les ouvrages, les trois derniers ouvrages, je ne sais pas si depuis le début ils sont tous les deux, mais en tout cas les trois derniers, ils participent tous deux à l'ouvrage de référence, quoi. Alors, l'approche centrée sur la personne, déjà quelque chose qui distingue beaucoup de l'entretien motivationnel, c'est un modèle psychothérapeutique à la base. Rogers, quand il a développé ça, il travaillait. Rogers, il a eu une vie professionnelle très variée où il a travaillé en individuel avec des patients, des enfants au début qui avaient des troubles du comportement. Puis il a travaillé aussi avec des étudiants, où il faisait du counseling. Puis il a travaillé aussi avec des patients psychotiques. Enfin, c'est très très varié. À un moment, il a fait beaucoup de groupes aussi. Vous voyez, là, j'ai pris ce qu'il y avait sur Wikipédia parce que j'avais peur de rater des choses de tout ce qu'avait fait Rogers. Alors, dans le modèle psychothérapeutique de Rogers et du courant humaniste, c'est la tendance actualisante, c'est ça la motivation fondamentale du changement chez l'être humain, mais on pourrait dire chez tous les êtres vivants. Ce qui pousse à essayer de trouver au mieux comment s'adapter aux situations. Rogers donne dans un de ses bouquins l'exemple de pommes de terre qu'il avait vu, parce que je crois il a grandi dans je suis peut-être des bêtises, je m'en rappelle plus bien, mais dans une ferme, il me semble, mais de pommes de terre dans un sous-sol, donc dont les germes montaient vers le petit coin de lumière qu'il y avait, mais qui arrivait à s'adapter comme ça, pour se développer au mieux avec les ressources qu'elles avaient, quoi. C'est la tendance actualisante, ça, c'est inspiré un peu de ça, on pourrait dire, c'est en lien avec ça. Donc l'être humain serait constamment à la recherche d'une cohérence entre son expérience immédiate. Alors l'expérience, là, c'est l'expérience consciente et inconsciente. C'est tout ce qui se passe au niveau corporel, en mettant dans le corporel le psychique également, quoi, tout ce qui se passe dans la personne. Donc la cohérence entre cette expérience et puis la représentation, le soi, la représentation qu'il a de lui-même en tant que personne. Son rôle social, son identité,
Et quand il y a une incongruence entre son expérience et son soi, enfin les choses qu'il pense devoir être son soi, c'est là où il peut y avoir des problèmes psychiques. Un exemple, c'est un enfant, par exemple, un petit garçon qui aime bien s'amuser avec des poupées et dont les parents lui disent attends, les poupées c'est pour les filles, ça les garçons ça joue pas avec des poupées, et qui petit à petit intègre l'idée que les poupées c'est pas fait pour les garçons. Toujours aussi dans l'idée dans la crainte aussi, parce qu'il y a la motivation, la tendance actualisante, mais il y a toutes les autres motivations qui sont conserver la protection, conserver le soutien, la reconnaissance des gens importants, et là, en l'occurrence, ses parents. Donc ça peut faire que petit à petit, il peut y avoir comme ça une incongruence entre le soi comme il se représente et son expérience. Ça peut aller jusqu'à des fois des personnes qui peuvent raconter quelque chose qu'elles ont fait. Je travaille en maison d'arrêt aussi, qui peuvent raconter des choses qu'ils ont fait et qui disent c'est pas moi, ça c'est pas possible que j'ai fait un truc comme ça, quoi. Donc la méthode rogerienne, ça va être de permettre aux clients, grâce à l'établissement d'une relation de confiance et sécurisante, de reprendre progressivement contact avec son expérience. Alors ça, c'est au travers de 3 conditions, on les verra après, mais les 3 conditions que Rogers a mis. Il y en avait à une période, il y en avait plus, mais il a tiré le sucre de ça pour dire il y a 3 conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir créer ces conditions pour que le client petit à petit puisse peut-être baisser ses défenses, puis surtout accéder un petit peu plus à son expérience. Donc l'autre point, c'est rester centré sur le monde expérientiel du client, c'est l'empathie, et la non-directivité. Donc ça, c'est un modèle, d'abord l'ACP, c'est un modèle psychothérapeutique. Ouais, je vais y arriver. Donc l'entretien motivationnel, ça ne s'est jamais présenté comme un modèle psychothérapeutique. D'emblée, ça s'était présenté comme une méthode clinique. C'est pas réservé d'ailleurs aux psychothérapeutes. Il y a eu longtemps beaucoup de soignants, puis même maintenant, ça s'ouvre à d'autres champs. Là, je vous ai mis la définition du dernier ouvrage en anglais, en traduction avec Google Traduction, hein. Mais il y a plein de traductions. On a eu plein de traductions au fil des différents ouvrages sur l'EM. Et dans le dernier ouvrage, les auteurs disent aussi, au début, l'EM se concentrait sur des changements spécifiques, diminuant souvent un comportement nocif ou augmentant un comportement sain. Il existe de nombreuses preuves que l'EM peut être efficace pour aider les gens à changer de comportement. Bon, tout ça, on connaît, quoi. Mais nous réfléchissons désormais à son utilité pour faciliter le changement et la croissance de manière plus générale. Bon, j'ai pas lu tout le livre, hein. J'ai lu des morceaux. Je me dis, est-ce que ça parle d'une orientation vers la psychothérapie? Enfin, je sais pas exactement ce que ça peut laisser entendre, mais ça pourrait laisser entendre ça. Mais pour l'instant, le M, c'est un style clinique d'entretien. Maintenant, l'esprit. L'esprit dans l'approche centrée sur la personne. Après, on verra l'esprit dans le M. L'esprit dans l'approche centrée sur la personne, bon, en gros, c'est les 3 conditions nécessaires et suffisantes présentées par Roger. L'acceptation positive inconditionnelle. La personne, le client, la personne qui est en face de nous, elle va pouvoir s'exprimer au mieux, à ne pas craindre d'aller vers son expérience à elle, parce qu'elle n'a pas l'impression que l'intervenant cherche à l'orienter, elle n'a pas l'impression qu'il faut faire certaines choses pour faire plaisir à l'intervenant, pour répondre aux attentes de l'intervenant. L'intervenant, il accepte la personne complètement et de façon inconditionnelle. La congruence, effectivement, la congruence, comme le disaient Simon et Bruno, quoi. La congruence, ça rejoint quand même beaucoup des choses avec l'expérience de la pleine conscience, comme l'a présenté Bruno. C'est-à-dire, là, on parle de la congruence du thérapeute. C'est-à-dire comment le thérapeute doit être capable d'être en relation, en contact au mieux avec son expérience, justement. Parce que peut-être des fois, par exemple, mais peut-être des fois, ce que dit le client, ça va l'énerver, ça va l'irriter. Ou peut-être des fois, il va avoir des sentiments vers le client ou différentes choses. Et puis, si ces choses-là, elles se répètent beaucoup ou elles sont particulièrement intenses, il va peut-être se dire, ça pourrait être intéressant de partager ça avec lui. Mais il va pas tout le temps partager tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais par moment, il peut trouver intéressant. Et la congruence, c'était quelque chose
passait quelque chose de très important pour les praticiens ACP. Et c'était très important pour Rogers. Et enfin, l'empathie. Alors, l'empathie, on la connaît beaucoup au travers des reflets. Entre autres, pour moi, enfin, en tout cas, à ma connaissance, les reflets, c'est arrivé avec Rogers. C'est Rogers qui a commencé à parler de cette façon particulière de répondre aux patients. Et donc, Rogers a insisté aussi au fil du temps sur le fait que l'empathie, c'est pas seulement les reflets. Les reflets, ça exprime l'empathie. Mais l'empathie, ça va bien au-delà de ça, et en particulier, c'est une façon d'être aussi, une curiosité. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu des choses aussi de l'EM, avec on a un outil en EM qui s'appelle le MITI pour évaluer la qualité de l'EM. Dans cet outil, par exemple, l'empathie, poser une question fermée, ça peut être empathique. Si la question fermée, elle montre l'intérêt qu'a l'intervenant de comprendre bien ce qui se passe pour la personne. Donc, vous voyez, l'empathie, c'est pas seulement les reflets. L'empathie, donc ça, ce sont les trois conditions nécessaires et suffisantes pour Rogers. Alors, l'esprit dans le M, là, je vous ai mis la définition de l'esprit dans les trois derniers ouvrages. Alors, la dernière, c'est ma traduction. Enfin, en gros, il y avait plein de mots qui reviennent, qui sont pareils. C'est très proche. J'ai mis en gras tout ce qui montre qu'on est très proche. Il y a beaucoup d'éléments qui rejoignent l'esprit de l'approche centrée sur la personne. On parle d'empathie, on parle d'acceptation, on parle de non-jugement. Et dans le dernier ouvrage, on parle aussi, on n'en parlait pas avant, on parle aussi d'authenticité et de congruence. Alors, pas dans l'esprit, c'est dans le bouquin, mais c'est pas dans l'esprit. Mais les auteurs disent que ça sont des facteurs qui ont été montrés comme importants, enfin des facteurs des thérapeutes qui ont été montrés comme importants dans leur efficacité avec les patients. Et en rappelant aussi que pour Rogers, c'était très très important. Donc l'esprit de l'EM, l'esprit de l'ACP, il y a quand même beaucoup de points communs. Bon, en ACP, les praticiens ACP, ils vont passer dans leur formation énormément de temps avec de la supervision, des enregistrements, à travailler justement toutes ces compétences-là. Ce qu'on fait, voilà, ces compétences-là. Ce qu'on fait pas en EM parce que c'est pas des formations aussi longues et c'est pas non plus à des visées de prise en charge des patients sur une aussi longue durée, en général. Alors, autre point, l'ACP, bon, approche centrée sur la personne. Donc, l'ACP est centrée sur la personne par définition. L'EM, c'est une approche centrée sur la personne. Miller, en 2014, avait fait un article où, pour la première fois, il allait à un congrès de l'ACP, il rencontrait l'ACP, il faisait même une intervention. Et là, il a fait un article derrière ça, et ce qu'il dit, c'est que les trois conditions essentielles qui forment le noyau de l'ACP sont toutes contenues dans l'esprit de l'EM et le processus d'engagement qui est en soi une base pour le reste. L'EM est une progéniture largement reconnue de l'ACP, moi, j'ai compris ça en tout cas comme le fait que dans les praticiens ACP, on reconnaissait l'EM. Et effectivement, j'ai cherché un peu d'articles. Il y a un journal français, enfin en tout cas en français, qui s'appelle Approche centrée sur la personne, pratique et recherche, qui est semestriel. Et j'ai trouvé des articles en 2008, en 2010, en 2020, évoquant pas sur l'entretien motivationnel, mais évoquant l'entretien motivationnel à un moment. Et dans un bouquin beaucoup plus récent qui s'appelle Psychothérapie centrée sur la personne expérientielle, donc qui est vraiment un bouquin récent sur l'ACP, il y a un chapitre sur l'entretien motivationnel. Donc, l'EM est reconnu par les praticiens ACP eux-mêmes comme une approche centrée sur la personne. Alors, voilà un point qui va peut-être faire une distinction, c'est-à-dire l'approche centrée sur la personne, elle est non directive. Alors, le nom de le modèle psychothérapeutique de Rogers, il a évolué au fil du temps. Au début, ça s'appelait thérapie non directive. Puis en même temps, thérapie non directive, ça plaisait pas à tous les intervenants parce que non directive, ça pouvait vouloir dire quelque part qu'il foutait rien, quoi, qu'il laissait les choses évoluer comme ça, sans rien faire. Ce qui n'était pas le cas. Ce que les études ont montré, c'est que ce qui était important dans la psychothérapie, c'est la deuxième ligne, ce qui était important dans la psychothérapie, c'était pas l'absence de directive, c'était pas ça le principal, mais c'était la présence chez le thérapeute de certaines attitudes. En particulier, bon, les trois conditions, là.
Donc, changer de nom, puis ensuite ça a été aussi je crois qu'il y a eu encore d'autres noms entre temps, quoi. Mais ça a été aussi approche centrée sur la personne, parce que là on sortait du champ de la psychothérapie, de la psychopathologie, pour proposer aussi des choses pour les personnes qui sont pas des patients ou des personnes, des gens qui ont des troubles psychiatriques, mais pour le tout commun, quoi. Ça, Lieter, qui est un professeur belge de psychologie, j'imagine, enfin spécialiste, en tout cas un professeur d'approche centrée sur la personne, qui dit que pour l'ACP traditionnel, je préciserai un peu plus loin, mais pour l'ACP, comme le disait Rogers au démarrage, il y a directivité du côté des réactions et des interventions axées sur la tâche du thérapeute, c'est-à-dire le thérapeute qui fait pas n'importe quoi ou il fait pas rien. Il intervient, il essaye d'intervenir d'une façon stratégique. Mais en même temps, il va être non directif sur les aspects de l'expérience du client. C'est-à-dire, s'il y a de l'ambivalence, nous, quand il y a de l'ambivalence par rapport à un changement qui pourrait être positif dans un sens pour la santé du patient, on va favoriser ça. En ACP, on favorise pas ça. On va autant aller d'un côté que de l'autre. On cherche, enfin, les intervenants ACP, ils veulent que la tendance actuelle, ne pas entraver la tendance actualisante, parce qu'ils savent pas, on sait pas vers où elle va aller. Donc, ils veulent lui laisser autant de place possible pour qu'elle trouve son meilleur développement. J'ai oublié de mettre mon chrono au début. J'avais pourtant prévu, mais je pense que je suis à peu près dans les temps. Vous me dites. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, Thierry. Vas-y, Bon, vas-y, je te dirai. l'entretien, donc là, je disais l'ACP non-directivité. Même si ça s'appelle plus thérapie non-directive, il n'en reste pas moins que cette idée de ne pas influencer l'expérience du patient dans un sens plutôt que dans un autre, ça reste très très important. Le M, lui, il n'est pas non directif, il est directif ou directionnalité, ça a été proposé aussi pour pas, parce que directivité, on pourrait attendre autoritarisme. C'est pas d'autoritarisme, mais plutôt favoriser un sens de changement. Donc là, je vous mets les éléments qui soutiennent ça, mais vous les connaissez, quoi. La focalisation, on va partir sur un problème, un sujet spécifique. On va plutôt favoriser tout le discours qui va dans le sens qui favoriserait, enfin qui va dans le sens que ça serait mieux de changer. Et puis on va essayer vraiment de modérer le discours qui irait dans le sens où on change rien, quoi. Donc voilà, ça c'est un point vraiment qui peut distinguer l'entretien motivationnel de l'approche centrée sur la personne traditionnelle, initiale. Un autre élément, l'ACP et la science. L'ACP, c'est une démarche scientifique dès l'origine. Carl Rogers est considéré comme un des pères fondateurs de la recherche en psychothérapie. C'est sans doute le premier à avoir réalisé 1938 des vidéos d'entretien avec les patients. C'est courageux parce que souvent ce que racontent les thérapeutes de ce qu'ils font avec les patients dans leurs articles et la réalité quand elle a été enregistrée lors d'études, il y avait une grosse différence. Là, il a enregistré des entretiens avec les patients. Et vous pouvez même, si vous en avez envie, en trouver. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur Internet. Puis vous savez, sur YouTube, avec la traduction automatique, même si vous parlez pas anglais, on arrive à peu près à suivre. Miller, dans l'article dont je parlais tout à l'heure, il dit qu'il y a un ralentissement important des recherches depuis les années 1990. Bon, je suis pas confiance. En même temps, c'est Miller qui dit ça, et Rogers est décédé en 87, donc il y a peut-être un lien aussi entre les deux. Le M, c'est aussi une démarche scientifique dès le départ. Et là, ça, c'est sorti du dernier ouvrage avec plus de 2000 essais contrôlés, patati et patata. Enfin, ça soutient le fait que le M, dès le début, a beaucoup cherché à valider, avec une qualité, bien sûr, très différente de celle de l'époque de Rogers, puisque les exigences ont changé. Mais s'il y a toujours cet esprit scientifique, quoi, dans la démarche. L'ACP, au début, c'était, je vous dis, en psychopathologie avec des patients. Puis ça s'est développé. Il a aussi fait du counseling avec des étudiants. Puis ça a été aussi des groupes. Il a beaucoup fait du travail de groupe, Rogers, et du groupe aussi enfin pas forcément des malades, quoi, disons. Donc il a un livre, Le développement de la personne, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup d'influence à l'époque sur la diffusion de l'approche centrée sur la personne.
parce qu'il montrait que les principes qu'il utilisait dans sa psychothérapie s'appliquaient aussi dans la vie quotidienne. Il y a, je pense là, j'ai pas mis la diapo d'ailleurs parce que bon, il y en avait déjà pas mal. Mais en gros, il y a des étudiants de Rogers qui sont connus et qui, par exemple, utilisent, ont développé des approches de l'utilisation de l'EM dans le quotidien. Pour ce qui est près de l'approche de la communication non violente, par exemple. Enfin, c'est pas vraiment le quotidien, mais l'approche de la communication non violente, ça peut être utilisé dans le quotidien avec Gordon. Et aussi, pas Gordon, non, c'est pas Gordon, je suis un peu de son nom. Et Gordon, lui, de son côté, a développé aussi beaucoup de travail sur la famille, communication dans la famille, communication dans le travail, etc. Et beaucoup de ses livres sont traduits en français. J'essaye de changer de diapo. Voilà. Alors donc là, c'était le développement de l'ACP, on pourrait dire de la pathologie, de la psychopathologie, vers, on pourrait dire, ça a été aussi, ce bouquin, ça a eu beaucoup d'influence sur ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Bon, qui n'est plus toujours tout à fait correspondant avec ça, mais ça a eu beaucoup d'influence, et sur le counseling aussi. Ça, je crois que ça existait déjà avant le counseling, mais le counseling tel qu'il s'est fait depuis, il s'est beaucoup inspiré de Carl Rogers. Par l'EM, il y a un champ d'application professionnelle qui s'élargit, je vous laisse lire tout ça, mais ça, c'est extrait du dernier bouquin. Et donc, ça inclut aussi, c'est précisé dans le bouquin, ça inclut aussi certains rôles professionnels qui consistent moins à effectuer des changements de comportement discrets qu'à accompagner les personnes sur une période de croissance plus longue. Ça aussi, je me dis, ça me fait penser à la psychothérapie, quoi, par exemple. J'ai pas donné en exemple, mais ça me fait penser aussi à ça. L'ACP et développement de l'ACP, l'ACP, je vous parlais de l'ACP traditionnelle, l'ACP initiale, mais l'approche de sa personne telle que l'a développé Rogers. Alors tout ça, je l'ai extrait du chapitre là qui est sur l'entretien motivationnel, donc psychothérapie centrée sur. Je dois dire les bêtises là. Tout ça, là, non, là, tout ça c'est tiré. Faut que je corrige ma diapo. Tout ça c'est tiré du bouquin Psychothérapie centrée sur la personne expérientielle, pas de ce chapitre-là. Mais donc, l'approche centrée sur la personne, elle n'est pas restée enfermée dans une orthodoxie. Certains sont restés là-dedans, puis d'autres se sont distingués. J'ai noté d'ailleurs tout à l'heure, je pensais avec quand il y a eu Morgane et Livia là, puis quelqu'un parlait Bruno, tu parlais du non-verbal dont on ne parlait pas beaucoup en EM, mais il y a eu des développements comme ça. Il y a eu une approche qui s'appelait la pré-thérapie par un thérapeute qui s'appelait Prouty et qui travaillait avec des patients psychotiques et qui utilisait énormément non-verbal dans la communication avec les patients mutiques, par exemple. Et il a beaucoup développé de choses autour de ça. Boart rappelle que Rogers a invité ses étudiants à ne pas limiter. Il reconnaissait que la conception classique de la thérapie était ouverte, pas dit. Et donc, il disait, c'est respecter l'essence même des éléments fondateurs de l'approche centrée sur la personne, soit la confiance dans la capacité à s'auto-développer, la mise en œuvre, enfin, à s'auto-développer du client, la mise en œuvre des attitudes et l'importance de la relation comme facteur de changement. Thierry, il va falloir bientôt, il va falloir conclure. J'ai mon maître du temps qui me signale qu'on est dans les. Il va falloir terminer. Merci Emmanuel. Bon mais je crois que je suis pas très loin de là. Oui, je suis vraiment pas très loin de la fin, ouais. Mais puis je vais avoir une super conclusion en plus. Vas-y. On n'est pas à 2 minutes. L'EM évolue aussi. Bon, j'ai voulu mettre ça en contrepartie de l'ACP qui évolue. L'EM aussi évolue beaucoup. Hein. Et l'EM, d'ailleurs, Miller dit aussi, parle de l'EM comme d'une évolution de l'ACP. Et donc, ma super conclusion, c'est ça. Ça, c'est extrait de l'article de Bill Miller en 2014. J'ai mis Bill Miller, je sais pas quoi, parce que bon, les gens qui le connaissent s'appellent Bill apparemment. Mais en 2014, et donc là, il distingue justement, il propose un tableau dans cet article où il distingue l'entretien motivationnel et l'ACP, ce qui les rapproche, ce qui les distingue. Donc, focalisation, mode de... Bon, je reviens pas sur tout ça, puisque la plupart de ça, je l'ai déjà évoqué. Mais ça, vous pourrez le trouver et dans l'article, hein, qui est en libre accès sur Internet, avec les mots-clés, là, vous allez le trouver facilement. Et dans mon support, bien sûr, qui sera à disposition. Voilà, je vous remercie.
Merci à toi, Thierry. Toujours, on peut remercier Thierry de ses approches toujours très, très documentées, très, très riches d'observations.